Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, je suis Mathieu et suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Mordu, c'est un podcast et 4 formats. La Fat Interview, c'est la rencontre avec un personnage iconique et inspirant. Tendance Ride, pour tout connaître des dernières tendances, modes et perspectives dans le monde de la glisse. Le Spot Ultime, l'invité de la Fat Interview vous fait découvrir son spot préféré pour vous donner des idées et des envies d'évasion. Et enfin, Culture M, la culture G pour les mordus, pour tout savoir sur l'histoire et le jargon de la glisse et de l'outdoor. En bref, si vous aimez les sensations et la découverte, vous êtes au bon endroit. Pour cette Fat Interview, nous avons le plaisir de rencontrer celui qui fut en 2019 le plus jeune au monde et le premier Français à rallier le pôle Sud en solitaire, sans ravitaillement ni assistance, Mathieu Torder. Mathieu est un aventurier professionnel. À peine 28 ans, il a déjà une histoire incroyable qui va vous étonner pour sûr. On a évidemment parlé Antarctique, mais aussi Snowkite dans le Groenland, résistance au froid ou Pringles. Un avertissement néanmoins avant de démarrer. Vous risquez très fortement, vous aussi, de vouloir partir à l'aventure après avoir écouté Mathieu. Je vous aurais prévenu. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu. Mathieu Torder, le rêveur acharné. Salut Mathieu, bienvenue sur Mordu. Salut. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Bah non, merci à toi, je suis ravi. Alors écoute, on a plein de points communs, je commence jamais comme ça, mais là ça m'a marqué. Bon, le prénom déjà, Mathieu. Ouais, c'est vrai. Mais un ou deux T? Ah, moi qu'un seul. Ouais, moi j'en ai deux. Les origines normandes. Ouais. Toi plutôt de Normandie, moi Basse-Normandie. T'es aujourd'hui parisien, on se rencontre, on est presque voisins. Parents médecins. Ah oui? Ok, je savais pas ça. Année de naissance, 91 pour toi. Mm-hmm. Bon, moi 81, mais à 10 ans près, ça, ouais. c'était parfait. Et alors j'ai pu voir dans les annexes de ton bouquin, on va parler que t'adorais les Pringles. Et alors moi, si je devais aller au pôle Sud comme toi, je ferais comme toi, je prendrais 2 kilos de Pringles dans mon chariot, donc dans mon traîneau. Mais il y a une raison à ça, je t'expliquerai pourquoi c'est bien les Pringles en Antarctique. Ah bah génial, tu vas me dire ça m'intéresse. Alors après, ça diverge sévère quand même, hein. Je vais arrêter les comparaisons, c'est sur l'expérience professionnelle où là c'est un peu différent. Alors j'ai commencé à essayer de la résumer, moi, ta bio, ton expérience, j'ai trouvé que c'était pas simple, et du coup, je me permets de lire mes notes, parce que je fais jamais ça, mais j'ai pompé celle de ton site web, parce que je trouvais que c'était pas facile. Les auditeurs vont comprendre. Je suis un aventurier et conférencier, membre de la Société des explorateurs français. J'ai fait le tour du monde au volant d'une 4L, pour promouvoir la microfinance, couru 250 km dans le Sahara, et un marathon en Corée du Nord. J'ai traversé l'océan Atlantique à la voile, et l'Europe à vélo. En 2019, je suis devenu le premier Français à rallier le pôle Sud en solitaire, à ski et sans ravitaillement. Alors on peut aussi rajouter là-dessus écrivain, puisque tu viens de sortir ton premier livre, Le Continent Blanc, édité carrément chez Robert Laffont. Alors avant qu'on attaque dans le détail, qu'on parle de Pringles, d'Antarctique, est-ce que tu peux me dire, quand tu entends ce résumé, ce qui te rend le plus fier ? C'est pas tellement une aventure en particulier qui me rend le plus fier. Moi, ce qui me rend peut-être le plus heureux aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à faire de ses rêves, de ses ambitions, de ses envies un métier. Aujourd'hui, moi, je vis mon métier en faisant des expéditions et en les racontant sous plein de formes. Tu l'as dit, il y a eu la conférence, il y a les films, il y a les livres. Et moi, le fait d'avoir réussi à faire ça, c'est ce qui me rend le plus fier, en fait, d'avoir réussi à assumer cette passion et à en faire un métier. C'est peut-être ce qui me rend le plus fier. Mais après, il y a plein d'expéditions, d'autres qui sont peut-être plus ambitieuses ou plus importantes que les autres. Mais vraiment, ce qui me rend le plus heureux quand je me lève le matin, c'est de me dire que je fais ce qui m'anime et ce qui me rend heureux, c'est de faire ces aventures et de les partager. Et alors ton job quand tu arrives dans une assemblée, à une soirée, quand il y avait des soirées, et que tu te présentes et que les gens te disent alors tu fais quoi toi dans la vie, comment tu fais? C'est toujours compliqué en vrai, parce que tout dépend un peu de à qui tu t'adresses et je change parfois un peu de casquette en fonction des gens, mais ça c'est vraiment la grosse difficulté que j'ai. Mais imagine, t'es chez des potes, et là je suis là, on se connaît pas, on se prend un verre et je te dis bah toi tu fais quoi dans la vie? La réponse simple, je dirais que je fais des films ou des documentaires, parce que c'est vrai, j'en ai fait 4 sur des aventures que j'ai pu faire et ça permet de me situer assez rapidement, donc je dis que
je fais des films documentaires. Après, quand on me demande sur quoi, là, ça devient un peu plus compliqué. Et donc après, je peux dire un peu mieux ce que je fais. Mais moi, si tu veux, mon mode de fonctionnement est le suivant. Je pars en expédition, je gagne ma vie en donnant des conférences, un peu avec les films et les livres, mais c'est pas la majorité de l'argent que je gagne. L'argent qui rentre, c'est vraiment les conférences que je donne en entreprise. Et donc, en fonction de l'auditoire, je peux dire que je suis conférencier. Sinon, je dis aventurier, mais quand on dit aventurier, finalement, on sait pas trop ce que ça veut dire. Ouais, c'est ce que je me demandais. Si t'es arrivé, tu claquais moi, je suis aventurier. Aventurier, ouais. Si t'étais arrivé à ce stade-là, parce que t'es quand même aventurier, quoi. Ouais, je le dis. En fait, c'est un mot qui est un peu un mot hameçon, parce que tu dis aventurier, t'as forcément des questions derrière, donc faut aller être un petit peu plus précis. Donc moi, je dis, ça dépend de combien de temps j'ai pas envie forcément de parler que de moi dans une heure de soirée, mais je dis que soit que je fais des films, soit que j'écris, soit que je fais des aventures et que, voilà, je les partage sous plein de formes, mais le mot aventurier, il suscite forcément plein de questions, donc tout dépend en fait à quel point j'ai envie de m'engager dans la conversation. si, voilà, donc ça dépend, mais j'ai du mal à me définir. Ouais, c'est compliqué. C'est pas évident. Et en plus, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de toi. C'est ton humilité. C'est un caractère qui est super sympa parce que on a l'impression que tu es un peu le personne next door alors que tu fais des trucs de maboule. Et on va y revenir, quoi. Ouais, je pense que je suis vraiment la personne next door. Enfin, moi, j'ai emprunté un chemin assez classique au départ. Enfin, j'ai grandi en Normandie. J'ai fait mon collège, mon lycée à Rouen. Après, je me suis expatrié à l'étranger pour faire des études supérieures. Mais si tu veux, j'ai suivi un parcours étudiant un peu classique avec une licence, un master, sauf que j'ai utilisé le temps que j'avais l'été pour partir à l'aventure, et puis au fur et à mesure il y en a eu plein et ça s'est professionnalisé, mais je considère pas être un extraterrestre, hein. C'est vrai que j'ai eu des expériences hors du commun par les expéditions, mais je suis un peu la personne next door. Ouais, alors j'ai prévenu les auditeurs en intro, mais ils vont s'en rendre compte. Le problème de cette image que tu donnes next door, c'est que quand on t'écoute, on se dit attends, s'il le fait, moi aussi je peux le faire. Ouais. Et je sais que c'est quelque chose qui te fait plaisir, mais c'est assez cool, c'est super inspirant. Mais je pense quand même on va parler directement dans l'Antarctique, hein, puisque tu es le premier Français à avoir rejoint le pôle Sud en autonomie. Et en plus, le plus jeune au monde, hein. Il y a une vingtaine de personnes qui l'ont fait. Toi, t'es le plus jeune. Donc en autonomie, ça veut dire que tu as été déposé à un point sur l'Antarctique et tu es allé tout seul avec ton traîneau, avec toutes tes vivres, ta tente, tout ça. Ça veut surtout dire sans ravitaillement. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que je suis parti de la côte du continent antarctique pour rallier le pôle Sud, et entre les deux, je n'avais pas de dépôt de vivres, où on m'a pas ravitaillé en nourriture au fur et à mesure de mon expédition. Je suis reparti d'un point et j'étais en autonomie complète jusqu'à l'arrivée. C'est ça que ça veut dire. Et alors, cette aventure, tu la racontes dans ton livre, hein, qui s'appelle Le Continent Blanc, et ça commence par une citation de Jean-Louis Etienne, hein, qui dit « On ne repousse pas ses limites, on les découvre ». Alors, c'est quoi, toi, tes limites ? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as découvert ? Pas mal de choses, mais avant pour revenir sur cette citation, c'est moi j'aime bien cette phrase-là parce que je la trouve très vraie. On dit souvent qu'on repousse ses limites comme si on les connaissait déjà, en fait, ou comme si on évoluait dans une zone de confort qu'on aurait explorée déjà. Et en fait, je trouve ça intéressant de dire que finalement on les connaît pas forcément, que ce soit dans le sport, que ce soit dans, je sais pas, ta vie perso, ta vie pro. Enfin, t'évolues pas dans une zone que tu connais. Tu découvres un peu ça et t'apprends à repousser un peu ses limites. Enfin, je réutilise le mot qu'il utilise, mais j'aime bien cette idée de dire qu'en fait on est dans une recherche perpétuelle et dans une découverte perpétuelle de ce dont quoi on est capable. Et donc c'est vrai que moi quand je suis allé là-bas, j'ai marché pendant 51 jours en skiant 12 heures par jour tous les jours sans prendre un seul jour de repos parce qu'il y avait des conditions qui étaient plus compliquées que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Et en me retournant, en regardant un peu cette longue marche au pôle Sud il y a 2 ans, je pense que a posteriori, je me dis que ça a été assez incroyable d'aller aussi loin dans l'effort et dans la résilience et dans l'adaptation à cette difficulté constante. Et donc moi je trouve que cette situation elle est intéressante à ce niveau-là. Après, quelles sont mes limites, j'en sais rien. Moi, si tu m'avais posé la question de qu'est-ce que tu feras dans 5 ans, il y a 5 ans, jamais j'aurais dit que je partirais tout seul pour atteindre le pôle. Enfin, ça a été vraiment une succession d'expériences, ça a été un cheminement, ça a été des mains tendues, ça a été vraiment la multitude d'expéditions qui un jour m'ont dit je serais
j'ai envie, je suis capable peut-être un jour de partir tout seul faire une grande expé en Antarctique. Donc les limites, elles se poussent, elles se découvrent. Et moi, je sais pas quelles sont les miennes, mais ce qui est sûr, c'est que je marche par affinité et par envie. Et puis en fonction de ça, on apprend à pousser les limites et à découvrir de nouvelles choses. Mais je pense pas qu'on connaît ses propres limites. Enfin, on a peut-être des choses qu'on sait dans des endroits ou des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais ses propres limites, ses limites perso, je pense que c'est des choses qu'on apprend à bouger. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Parce que je me disais, alors j'ai regardé aussi les images de ton expédition, il y en a qui sont disponibles. Et une des premières images que j'ai vues, en tout cas, je crois que c'est un des films que tu as fait, c'est où on te voit commencer à marcher dans la neige. Ouais. Et là, c'est vrai que je me suis dit, c'est des images, oui. Alors, il y a du vent, il y a de la neige qui tombe, t'as de la neige, mais j'ai l'impression jusqu'aux genoux. Ouais, et alors, t'es en galère. Tu vois le truc, tu te dis, wow. Le problème, c'est... Tu vois, ça fait pas du tout le truc super smooth, super fluide. Elles sont hyper intéressantes, ces images. Et je crois que c'est un peu le début, c'est présenté un peu comme le début de l'expédition. Tu vois le truc, et je te le dis, je me suis dit, wow. Alors là, c'est la méga galère. Et qu'est-ce que tu avais en tête, toi ? Est-ce que c'était aussi galère que ça avait l'air d'être galère ? Qu'est-ce que tu t'es dit, toi ? En fait, donc l'Antarctique, c'est un continent qui fait 28 fois la taille de la France, qui est recouvert de glace et de neige, qui est censé être recouvert d'une glace compacte, vraiment dure, et donc sur laquelle on pourrait évoluer de manière facile, j'ai envie de dire, parce que les skis s'enfonceraient pas dans la neige et la glace. Et puis ce que tu dis pas, c'est que je tirais un traîneau aussi qui pèse 115 kilos au départ avec la nourriture, la tente et tout. Et c'est vrai qu'en fin d'année 2018, le moment où moi j'y étais, en novembre, il a fait très chaud en Antarctique de l'Ouest, là où je me trouvais. Très chaud, ça veut dire qu'il faisait quand même moins de 0 degré, mais il faisait 20 degrés au-dessus des normales de saison, quoi. À la place de température de moins 20, moins 25, il faisait entre moins 5 et moins 10. Et ça, en fait, ça s'expliquait par des masses d'air chaudes présentes au-dessus du continent antarctique qui contenaient beaucoup d'humidité. Et cette humidité se transformait en neige, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de poudreuse de neige fraîche. Et c'est vrai que moi, j'avais 30-40 cm de neige fraîche pendant 3 semaines, 1 mois de l'expédition, quand moi, je m'attendais à avoir une surface compacte. Et ça, en fait, ça ralentit énormément parce que le traîneau s'enfonce dans la neige, les skis aussi. Et donc, ces images que tu as vues, c'est un moment où c'est compliqué parce que au lieu de faire 12-14 km par jour, eh bien, j'en faisais 2 fois moins quand j'en faisais entre 6, 8, 10. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pris beaucoup de retard sur le début de mon expédition et qu'il m'a fallu vraiment pousser la machine le plus possible sur la deuxième partie de l'aventure pour rattraper ce retard. Mais ça a été cette neige fraîche, cette neige molle, elle a poussé plus de la moitié des expéditions à l'abandon quand j'étais en Antarctique, parce qu'on était plusieurs à tenter le coup en 2018. Et c'est vrai qu'on a été très très surpris par cette neige fraîche, et c'était hyper galère. Les images que tu as vues, moi je suis content de les avoir tournées parce que c'était vraiment la dernière chose que j'avais envie de faire sur place. C'est aussi ce que je me suis dit. Parce que je faisais un film et j'avais pas de caméraman avec moi, j'étais tout seul, donc j'allais poser ma caméra à 50 mètres de moi, je revenais en arrière, je passais devant, j'allais récupérer la caméra. Au fond, je suis hyper content, ça donne des super images, mais sur le moment, j'étais un petit peu au fond du trou. Parce que c'est en termes d'effort, c'est comme quand tu perds tes skis, là, tu viens de descendre un truc en poudreuse, tu perds tes skis 20 mètres plus haut, t'as de la neige jusqu'aux hanches, et il faut remonter. Et moi, tu fais ça un quart d'heure, t'es juste cuit, toi t'as fait ça pendant... Alors j'ai pas filmé tous les jours non plus, une fois que t'as filmé 2-3 fois la galère dans la poudreuse, après t'as l'image, c'est bon, tu la filmes pas tous les jours. Ouais, mais je trouve qu'en termes d'effort, je voulais venir sur la préparation, c'est que je me dis quand tu prépares quelque chose, que t'as dû te préparer à mort, tu vas nous en parler, mais tu te prépares, t'avais une idée en tête, que ça allait glisser, que le traîneau de 100 kg derrière, t'allais le tirer, mais voilà. Mais là, t'arrives, en fait, c'est pas du tout les règles du jeu que t'avais prévues, et t'as pris un coup de bambou sur la tête. Comment psychologiquement ça s'est passé ? Franchement un peu, et surtout quand j'ai vu les copains abandonner assez tôt. Il y en a qui ont abandonné dans les 2 premières semaines. Bon, après il faut dire qu'il y en avait qui partaient pour des records de vitesse et très clairement d'être les plus rapides à rallier le pôle sud. Il y en a qui ont des délires comme ça un peu bizarres, mais du coup c'était pas l'année pour faire des records de vitesse. Mais en voyant les copains abandonner, ça a été un peu, à la fois ça m'a donné un petit peu plus de motivation pour essayer d'encore faire
faire plus, d'en faire encore plus. Mais d'un autre côté, tu te dis, waouh, si eux abandonnent, c'est qu'on est vraiment, c'est vraiment une saison compliquée. Et moi, j'ai toujours essayé de trouver une forme d'optimisme en me disant, ok, les conditions sont plus compliquées que prévu. De toute façon, ça n'allait pas être une aventure facile. Maintenant, à moi d'essayer de trouver des solutions pour m'adapter et on verra. Et je gardais toujours cet espoir que ça s'améliore. Et j'avais prévu moi pas mal de nourriture. J'avais une réserve de nourriture qui était assez balèze quand même. Et donc, du coup, je pouvais jouer un peu avec ça. Et je me disais, je peux mettre un petit peu tous les jours de côté. Donc, je mettais 10% de ma nourriture de côté assez tôt dans mon expédition pour pouvoir être plus longtemps autonome sur la glace. Donc, j'avais au départ 50 jours de ration alimentaire. Et en rationnant tous les jours, je pouvais atteindre peut-être 55 jours d'autonomie. Donc, je pouvais jouer avec ça. Je pouvais allonger ma journée de ski à 12 heures de ski par jour. Et donc, je pouvais jouer un petit peu avec ces variables. Et puis, mise bout à bout, essayer de dépasser un peu cette difficulté inattendue. Mais c'est vrai que c'était compliqué à gérer. Après, je savais aussi que c'était pas un sprint, que c'était vraiment un marathon, que ça se jouait sur toute la durée de l'expédition, que c'est normal d'être lent au début parce que c'est là que j'ai le plus de nourriture à tirer et qu'à la fin, j'en ai plus moins, donc le traîneau est plus léger. Donc je savais aussi que j'allais accélérer à un moment. Je savais aussi que plus je me rapprochais vers le pôle, plus il allait faire froid parce que plus j'étais en altitude. Le pôle, il est quasiment à 3000 mètres d'altitude. Il y a 2850 mètres d'altitude précisément. Et du coup, il fait plus froid, la neige est plus compacte. Donc je savais que j'allais accélérer à un moment. Donc j'essaie de rester optimiste. Et puis, c'était mon rêve, c'était ma propre expédition. Je savais que ça allait être compliqué. Maintenant, à moi d'assumer tout ça. Et j'ai eu raison parce que finalement, ça a marché. Ouais, ça, c'est vraiment un truc très cool, parce que tu dis quelques-uns ont abandonné, mais je crois qu'il y avait 7 personnes qui partaient en même temps que toi. Alors, c'était pas un groupe, mais c'était des départs à différents endroits. Il y en a 5 qui ont abandonné et des gens qui étaient super expérimentés. Parce que toi, ce qui est rigolo, c'est que t'es jeune et puis en plus, c'est pas comme si t'avais grandi au Groenland. Exactement, donc, t'étais vraiment un peu le newbie et c'est incroyable de se dire que t'es le gars qui a terminé. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, t'avais il y avait une performance, c'était de le faire avec ton âge, ton expérience et tout ça, mais tu avais aussi vachement envie d'en profiter et je pense que ça t'a pas mal aidé en fait. Je pense que moi je suis vraiment passionné par les environnements polaires depuis que je suis jeune. J'ai lu toute la littérature des expéditions polaires, donc rien que le fait d'être là-bas, d'être en Antarctique, c'était une victoire en soi pour moi. C'était assez fabuleux de voir ce continent de mes propres yeux. Je l'ai écrit dans le bouquin, mais j'étais complètement émerveillé moi de voir ce continent blanc, de faire l'expérience physique d'être là-bas, de sentir la neige, même de me dire que j'étais en Antarctique, c'était une victoire insensée quoi. Et donc le fait d'aller au pôle sud, c'était la raison pour laquelle j'étais là-bas, mais déjà j'essaie de prendre conscience que c'était une chance de dingue que d'être là-bas. Tu vois, parmi ceux qui ont abandonné, il y en avait, c'était la 4e fois qu'ils venaient, donc ils avaient peut-être pas la même envie, la même niaque ou la même envie d'aller jusqu'au pôle parce qu'ils y étaient déjà allés. Et après, il y en a qui ont abandonné pour d'autres raisons. Il y en a une qui a eu une appendicite, donc qui a dû se faire évacuer. T'en as qui partaient pour des records de vitesse. Et puis après, t'en as qui sont découragés parce que les conditions étaient complexes. Mais moi, il y a peut-être cette idée que c'était vraiment la réalisation d'un rêve personnel. J'avais une véritable envie, une farouche envie d'y arriver. Il y a Jean-Louis Etienne qui m'avait donné qui m'avait dit avant de partir de toujours remettre mon rêve de pôle sud à la surface, et je crois que c'était assez révélateur et significatif de dire ça parce que en fait quand ça va pas, il faut essayer de se rappeler des raisons qui t'ont poussé au départ à prendre le départ de cette expédition et de remettre ce rêve de pôle sud à la surface. Je trouvais que c'était une formule assez jolie pour dire que c'est compliqué, mais d'un autre côté ça va s'arranger, que l'inconfort, la douleur, la galère, c'est des choses qui sont temporaires, ça va pas durer pour la vie, et qu'il y a des choses qui te dépassent un peu et il faut essayer de remettre ça dans ton esprit quand c'est compliqué. Et ça m'a vraiment aidé quoi. Tu t'étais préparé comment en termes d'entraînement physique et de test du matos avant de partir? En fait, la préparation physique, c'est toujours quelque chose que j'ai du mal un peu à expliquer parce que je suis assis en face de toi, je pense que je t'impressionne pas plus que ça. Non, mais physiquement en tout cas. Mais c'est assez marrant. Mais les expéditions polaires, ce qui compte, c'est vraiment l'endurance au-delà de la force physique quoi. Après t'as des gens comme Mike Horn qui sont hyper baraqués, mais ça c'est d'autres profils encore. Quand tu regardes Jean-Louis Etienne, c'est pas un gars qui est très grand. Quand tu regardes moi les guides polaires avec qui je me suis entraîné, qui ont fait des expéditions assez fabuleuses en Arctique et en Antarctique, c'est pas des mecs qui sont
c'est des mecs qui sont forts, mais c'est surtout l'endurance qui caractérise tous ces gens-là. Et moi, ce que j'ai cherché à travailler ces dernières années, c'était vraiment cette endurance-là. Donc j'ai participé à des courses d'ultra-endurance comme le marathon des sables, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de marathons ou de double marathons, des courses de vélo aussi un peu longues où on fait 200, 300 km par jour, des triathlons de longue distance qu'on appelle des Ironman. Mais jamais j'ai terminé ces événements sportifs rapidement. Enfin, jamais j'étais dans les premiers, jamais de la vie. Moi, je suis pas quelqu'un qui peut courir vite ou faire du vélo vite. En revanche, je peux en faire longtemps et c'est vraiment ça, moi, que j'ai cherché à améliorer et à construire et à travailler au cours de ces années-là, parce que même si c'était du vélo ou de la course à pied, je me disais si je suis capable de tenir le marathon des sables et de m'accommoder du sable dans les chaussettes, du pas de douche pendant une semaine et de bouffer la même chose toute la journée, et peut-être que je pourrais tenir ce niveau d'engagement sur plusieurs semaines en Antarctique dans un autre environnement. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai cherché à connaître, en fait, à la fois sur le plan physique et psychologique. Après, ce serait te mentir que dire que j'ai pas fait de sport et que j'y suis allé les doigts dans le nez. Non, j'ai continué à faire beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied. J'ai tiré des pneus de 4x4 dans le bois de Boulogne pour simuler un peu ce que j'allais faire avec mon traîneau en Antarctique. Mais ce qui comptait, c'était plus, je pense, l'endurance et puis après l'entraînement en conditions réelles, c'est-à-dire dans les environnements polaires. Avant de partir en Antarctique, moi j'ai fait 50 jours en cumulé d'expéditions au Groenland, au Spitzberg, en Norvège, à la fois tout seul, mais aussi avec des pros, en fait des coachs, des guides polaires professionnels qui me formaient sur les bonnes techniques, les bonnes pratiques, les bons réflexes pour pouvoir évoluer de manière plus sereine dans cet environnement, parce que moi je suis de Normandie comme toi, donc je connais bien la neige, enfin bien la pluie, mais peu la neige. On a reçu sur ce podcast quelqu'un qui s'appelle Christophe Santini, qui est un spécialiste de l'ultra-endurance. Ouais. Alors quand on l'a reçu, il était en train de préparer son expédition pour l'Antarctique. Il avait envie de battre d'ailleurs le temps qu'il a fait. Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Malheureusement, il s'est blessé, donc je pense que le projet va être temporisé. Quel conseil tu lui as donné ou tu lui donnerais quel conseil principal pour réussir ? Moi, je crois qu'il faut pas sous-estimer la difficulté du froid, lié au froid, parce que le froid, c'est vraiment une contrainte majeure. Hein. Tu fais rien à main nue, tu fais tout avec des moufles, avec des gants, que ce soit ta fixation de ski, monter ta tente, et donc il faut vraiment pas négliger ou sous-estimer les contraintes liées à ces environnements-là, c'est-à-dire le vent, le froid. Et donc pour ça, je crois qu'il faut vraiment s'entraîner en milieu polaire, parce qu'on aura beau être le plus sportif, le plus endurant. Tout ce que tu veux, si t'as jamais vraiment mis des skis et que t'as jamais connu la vie dans un environnement polaire et campé dans un environnement polaire, tu vas faire beaucoup d'erreurs, quoi. Donc moi ce que je conseille, c'est vraiment ça, c'est de faire des expéditions de courte durée dans les environnements polaires pour s'accommoder justement à haute nuit, à moins 30 degrés, à ta gourde qui gèle, à allumer ton réchaud quand t'as du vent. Il y a tout. Enfin, c'est pas compliqué en soi, mais il faut l'avoir expérimenté. Parce que tu disais, je crois, des fois, t'as 3 paires de gants, c'est ça ? Ouais. Moi, j'arrive à rien faire avec les gants. Mais... en fait, il faut. Enfin, c'est. Ouais, pour pas avoir froid, en fait, il faut multiplier les épaisseurs. Il n'y a pas de secret. Il faut pas juste avoir une énorme doudoune. Il faut avoir plusieurs épaisseurs, que ce soit sur les jambes ou le haut du corps. C'est pareil sur les mains, quoi. Donc, il faut. Moi, j'avais jusqu'à 3 paires de gants et parfois même sur mes bâtons, une espèce de grand, quasiment de grand sac en Gore-Tex qui était fixé sur le haut du bâton et dans lequel je venais emmancher mes mains, un peu comme des trucs de scooter. Je sais pas si on voit. Des manchons. Voilà, des manchons. C'est ça. J'avais ça sur mes bâtons, ce qui me permettait de rapidement remettre mes mains sur mes bâtons et puis ça protégeait encore plus. Mais oui, on est très couvert, quoi. Et donc il faut savoir fermer le zip de sa parka avec ses gros gants. Il faut savoir monter sa tente. Bon, après on peut enlever une épaisseur évidemment, mais ça demande en fait pas mal de pratique. Donc après en soi c'est facile d'aller au pôle sud. Il faut remettre les skis tous les jours et avancer. Ça, c'est pas une compétence très technique que de tirer un traîneau là-bas. Je veux dire, il n'y a pas besoin de beaucoup d'apprentissage technique, parce que si tu sais marcher avec des skis, on te demande que ça, quoi. Ce qui est compliqué, c'est de gérer justement ce froid-là et de vivre dans cet environnement polaire. Et donc je pense que le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de tester ça sur des petites durées en Norvège, en Scandinavie, où tu veux, mais d'appréhender ça avant de se retrouver là-bas. Je crois qu'il y a effectivement le matériel, mais il y a aussi l'environnement. Je trouve que c'est ça qui est assez dur. C'est quand tu arrives en Antarctique pour la première fois, toi c'était ta première fois, donc les premiers 100 mètres, c'était vraiment tes premiers 100 mètres. Dans cet environnement qui n'est pas un environnement déjà qu'on connaît, et puis qui est un environnement qui est un peu hostile, avec
des crevasses, des ponts de glace, des Mmh. trucs. Il y a ce moment où toi, un moment, tu commences à être dans ta neige, tu te dis mais en fait j'avance pas, et t'enlèves tes skis, et là tu commences à marcher en disant bon bah ça va être plus simple sans les skis, là boum, tu racontes que tu tombes à moitié dans une crevasse. Faut être capable de vite appréhender son environnement, parce que là t'as fait une petite erreur, après tu te dis mais pourquoi j'ai enlevé les skis, et bon t'as enlevé tes skis, mais là l'expérience tu la payes cash, cher. En plus c'était le premier jour, et pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est arrivé donc au tout début de l'expédition, parce que je suis parti de la côte du continent antarctique, donc quasiment du niveau de la mer, et pour monter sur la calotte polaire, monter sur vraiment le continent antarctique, la plus grosse montée de l'expédition elle est au tout départ, et c'est aussi le moment où je suis le plus chargé avec mon traîneau, et les skis que j'utilisais, donc il y avait des pots de phoque sous les skis, mais ça suffisait pas pour agripper la surface, et donc je dérapais vers le bas en permanence, et donc un peu frustré de ça, je choisis d'enlever mes skis pour monter avec mes deux jambes et mes deux pieds, et en faisant ça en fait c'était une bêtise, parce que le poids il est plus réparti sur 2 mètres de ski, il est réparti sur tes deux pieds, et donc je suis passé au travers ce qu'on appelle un pont de neige, qui était une espèce de formation glaciaire au-dessus d'une cavité qu'on appelle aussi crevasse. J'espère, c'était très clairement une crevasse, mais j'ai pas trop envie de dire ce mot, donc je vais dire cavité. Mais c'est vrai que en faisant ça, mon pied droit est passé au travers du pont, et je me suis retrouvé avec ma jambe qui flottait dans le vide. Mon pied, il était soutenu par rien du tout. Et heureusement pour moi, c'était que ma jambe droite et pas la jambe gauche. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé par terre, et très rapidement, je me suis sorti du trou, parce que il y avait que cette jambe qui était dans le trou, et j'ai pu me mettre sur le côté et ramper jusqu'à mon traîneau, remettre mes skis. Mais c'est vrai que ça, douche froide dès le départ, parce que j'étais à peine, j'avais à peine commencé. Je crois que ça faisait 4-5 heures que j'avais commencé mon aventure, et tout de suite rappelé à l'ordre, quoi. Mais c'était une erreur, parce que il faut pas faire ce genre de choses, surtout dans les terrains proches quand t'as du dénivelé, ou que t'as des zones de tension de glace, parce que c'est là qu'il peut y avoir des ouvertures de trous ou de crevasses. Donc bel avertissement pour le début de l'aventure. Je pense que j'aurais jamais fait ça au bout du 30e jour. En fait, je crois que j'étais pas assez rodé à l'exercice, où je venais de partir, j'étais un peu dans l'euphorie du moment, et me dire voilà, il faut absolument monter au-dessus de cette j'y arriverai à genoux, quoi qu'il arrive, il faut absolument passer cet obstacle là, et puis après ça va être plus simple, et je crois que ce serait pas arrivé plus tard, ça. J'étais une erreur de débutant. Alors il y a un autre truc qui est très particulier dans cet environnement qu'est l'Antarctique, c'est le vent. J'aimerais bien que t'en parles. Alors on est sur Mordu, on en parle assez souvent avec les différents sports qu'on approche, on va parler snowkite après. Mais tu décris ce vent. Moi, ça m'a fait penser à un livre, je sais pas si tu l'as lu, un truc qui s'appelle La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Non. Alors qu'il y a un livre que je te conseille, je conseille aux auditeurs, c'est un livre de science-fiction où tu as une horde qui essaye d'atteindre le bout du monde, et qui fait face à un vent de malades, 400, 500 km/h, et qui s'organise justement pour se battre contre ce vent. Et ça m'a fait un peu penser à ce que tu as vécu par certains moments, parce que je crois que le vent, ça souffle costaud, quoi. Là-bas, on dit que l'Antarctique, c'est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la planète. Donc ça pose un petit peu le décor. Après, quand j'y suis allé, c'était pendant l'été austral. Donc l'été austral, les saisons sont inversées, c'est de novembre à janvier. Donc c'est les conditions les plus clémentes pour faire des expéditions en Antarctique. Il fait jour tout le temps. Il y a du vent, toujours. Le vent, il est circulaire. Il y a des vents qu'on appelle des vents... il n'est pas circulaire, mais c'est comme sur les océans, quoi. Il souffle souvent de la même façon. Et il y a des vents qui sont katabatiques, qui sont gravitationnels, donc ils vont d'un point élevé vers un point bas. Donc souvent ça vient par exemple du pôle sud vers la côte, et donc moi j'avais le vent en plein dans le nez, parce que je partais de la côte pour aller vers le pôle, et donc j'avais tout le temps du vent qui venait dans ma figure, quoi. Le vent parfois il est violent, il peut y avoir beaucoup de vent. Moi j'ai jamais eu de tempête vraiment, parce que je suis sorti tous les jours de ma tente. Je suis jamais resté cloué dans ma tente, sauf un peu une matinée, mais c'est parce qu'il y avait vraiment très peu de visibilité et beaucoup de chutes de neige. Mais donc il y a eu du vent fort, oui, mais rien qui m'a empêché de sortir complètement.
Mais c'est vrai que le vent, c'est un peu l'ennemi numéro 1, parce que, au plus que le froid, parce qu'il va accentuer la sensation de froid, parce que du coup, il va emporter ton matériel si jamais tu fais une erreur. C'est-à-dire que si tu poses un gant pour pisser et qu'il y a du vent, ton gant, il va partir, il n'y aura rien pour le retenir, quoi. Il y aura pas d'arbres, il n'y aura pas de rochers, c'est un vrai désert tout blanc, donc ton machin, il part à l'autre bout du continent, quoi. Donc, il faut vraiment tout sécuriser aussi quand tu te poses la nuit, attacher tes skis, bien vérifier que ta tente est bien arrimée au sol. Donc, le vent, c'est vraiment une vraie contrainte. C'est aussi un élément qui va faire que tu peux avoir des engelures assez rapidement. Moi, j'en ai eu un peu sur le nez et sur les joues, rien de très grave, mais ça, c'était lié au vent. C'est aussi un environnement très sonore, du coup, parce que dans ta tente, quand tu as beaucoup de vent, ça fait vraiment beaucoup de bruit sur la toile, sur ta capuche aussi. Donc, faut arriver à composer avec ça. Moi, il m'est arrivé d'avoir des hallucinations auditives un peu aussi à cause du vent pendant l'expédition, parce que j'ai l'impression d'entendre un avion ou des gens. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut composer. Parfois, t'as pas du tout de vent, et là, c'est assez fabuleux parce que t'as un silence comme t'as jamais entendu. Mais le vent fait vraiment partie des expéditions polaires. Ouais. Et alors, juste une question, s'il souffle tout le temps dans le même sens, ouais. Pourquoi t'as pas choisi un itinéraire avec le vent de dos ? Alors moi, il soufflait, donc il m'arrivait dans le nez, donc il arrivait plutôt du pôle sud pour aller vers la côte. Moi, mon objectif était d'atteindre le pôle sud. Je voulais vraiment le faire dans ce sens-là et pas inversement. Je voulais que le point d'arrivée de mon expédition. Non, je parlais de partir de l'eau. Alors, je pose peut-être une question idiote, mais de partir de l'autre côté du pôle pour avoir le dos. Alors, plein de raisons à ça. Il faudrait vraiment regarder une carte précise de l'Antarctique, mais moi, je suis parti d'un point qui s'appelle Hercules Net, qui est à 1130 km à vol d'oiseau du pôle sud. Pour faire une expédition sans ravitaillement, on ne peut pas non plus partir sur 3000 km à moins d'avoir donc l'assistance d'un kite. C'est le point d'entrée le plus proche. En termes de faisabilité, c'était ce qui était le plus raisonnable pour moi, en tout cas pour une première expédition antarctique. En termes de logistique, c'était plus simple. Financièrement parlant, c'était plus simple aussi. Déjà que ça coûte assez cher de faire les expéditions polaires. Si tu veux te déposer à un point un peu rare, là, ton budget, il explose. Donc c'était pour des raisons financières, logistiques, sécurité et même de faisabilité, c'était ce point-là. Et il se trouve que t'as le vent dans le nez. Mais si tu veux faire des expéditions plus longues en kite, là pour le coup tu vas regarder un peu les vents et il y a des moyens de faire des belles routes aussi. Alors je vais enchaîner là-dessus puisque été 2020, tu t'es fait l'été dernier, tu t'es fait une petite expé kite au Groenland. Alors j'aimerais bien savoir c'était quoi, tu peux nous raconter la genèse de ce projet qui est un peu absurde pour le coup, parce que autant l'expé antarctique c'est quelque chose qui a été très préparé, où vraiment pendant des années j'ai préparé l'aventure, et là le snowkite au Groenland c'est arrivé vraiment sans que je le vois venir, parce que j'ai rencontré un guide qui s'appelle Dixie Dansercourt, qui est un guide polaire belge qui a fait beaucoup d'expé en snowkite, notamment en Antarctique, et on s'est rencontrés parce que le monde polaire est un petit monde, et il m'a proposé il y a maintenant plus d'un an de le rejoindre sur un stage de formation de snowkite en Norvège, parce qu'il avait de la place et parce qu'il me disait que c'était intéressant de me former à ça, et il me demandait si ça m'intéressait, et moi carrément. Et donc j'ai appris le snowkite avec lui en Norvège, et puis il devait faire une expédition au Groenland avec ses clients, sauf qu'avec la pandémie qu'on a connue en 2020, l'expédition a été annulée, et finalement le Groenland a ouvert ses frontières en août, à un moment où ils avaient plus de Covid, et il avait un de ses clients qui était bloqué aux États-Unis, donc bref, il avait une place de disponible, et ce guide m'a dit Mathieu, si tu veux, il y a une place de dispo, si tu veux nous rejoindre, t'es le bienvenu. Et donc j'ai eu la chance absolue de pouvoir rejoindre cette expédition alors que j'étais pas prévu au départ, et donc on s'est retrouvé au Groenland pour traverser une partie du Groenland en ski kite du sud au nord pendant un peu plus d'un mois. Et alors ma question c'est, est-ce que c'était cool ? Alors c'était hyper cool, parce que moi j'ai appris vraiment à faire du snowkite. J'avais des bonnes bases parce que j'avais appris en Norvège, mais là on était vraiment dans un mode expédition. C'était différent parce qu'on était 4, on était avec 2 Suisses, le guide belge et moi, et du coup c'est pas pareil, parce que tu composes un peu avec la vitesse des uns et des autres, avec les envies des uns et des autres, les comportements des uns et des autres, et c'était pas forcément évident pour plein de raisons, mais super intéressant. Moi, mon objectif c'était vraiment d'apprendre à faire du snowkite pour éventuellement faire d'autres expés plus tard, et au contact de Dixie, qui est vraiment un des guides les plus expérimentés dans le monde du snowkite, c'était incroyable, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette
Meilleur souvenir de sorties. l'aventure, c'était, je pense, quand on a fait du snowkite jusqu'à tard dans la nuit, où en fait, quand tu fais du snowkite sur des calottes polaires, en fait, tu essayes de tirer profit au maximum des conditions, donc de visibilité, mais aussi de vent. Donc si t'as trop de vent, tu peux pas sortir les kites. Si t'en as pas assez, c'est pareil. Si t'as pas de visibilité, bah non plus. Et là, on avait une super journée, donc on essaie vraiment de kiter le plus possible. Et au Groenland, en août, le soleil se couche, donc on a des couchers de soleil absolument incroyables. Et là, il y avait un grand ciel bleu, et donc on a eu un coucher de soleil vraiment merveilleux avec des couleurs vraiment orange, rose, incroyables. Et on était en train de kiter comme ça, vraiment jusqu'au coucher du soleil. Et ça, c'était mon meilleur souvenir parce que c'était juste trop beau. Enfin, c'était beau à en pleurer, vraiment. C'était incroyable. Il n'y avait pas de nuages et c'était la seule journée qu'on ait eu vraiment comme ça. Et on avait fait, je crois, ce jour-là, 150 km. Donc, super journée. Et ouais, et bah, t'oublies que t'as froid, et c'était vraiment incroyable. Cette journée-là, c'était la plus belle. Alors au contraire, c'est quoi la plus grosse galère que vous ayez eue là? Ça a duré combien de temps exactement? Bah, la plus grosse galère, c'est facile, hein. C'était la fin de l'expédition. Ça a duré environ 5 semaines, l'expé. On était parti pour faire 1500 km pour rallier 2 villages qui s'appellent Kangerlussuaq au point de départ et puis Qaanaaq tout au nord du Groenland. Finalement, on n'a jamais atteint Qaanaaq parce que le mois d'août c'est compliqué en termes de météo et on a eu assez peu de vent ou trop de vent. Enfin, on n'a jamais eu de conditions vraiment très bonnes pour faire du kite. Et la plus grosse galère, c'est quand on est resté quand même 6 jours et demi à la fin de l'expédition à attendre de se faire récupérer par un hélicoptère parce qu'on était dans un endroit vraiment pourri. Et on pouvait pas atteindre le village autrement qu'en hélico, ce qui me désole un peu, mais c'était comme ça. Et pendant 6 jours et demi, on a attendu l'hélico, et pendant 6 jours et demi, on est resté bloqué sous nos tentes, et on n'avait plus de bouffe, parce que on avait de la bouffe jusqu'à 31 jours d'expé, et on a été récupéré, je crois, au 35e ou 36e jour, donc on mangeait vraiment des demi-rations, et on était vraiment un peu en galère, en se demandant quand est-ce qu'on allait pouvoir se faire récupérer. Et finalement, il y a même 2 hélicoptères qui ont essayé de nous récupérer, mais à cause de mauvaise météo, ils ont dû faire demi-tour, et finalement, au bout de 6 jours et demi, on a pu être récupéré, mais ça, c'était la plus grosse galère. Parce que sur une expédition snowkite comme ça, quand il n'y a pas les conditions pour rider, vous avanciez pas à pied? Non, les distances sont trop importantes en fait. Enfin, à pied, tu peux faire 30 km par jour et encore 30 km, il faut quand même bien envoyer et skier 10 heures par jour parce qu'on avait des traîneaux pareils qui pesaient à peu près le même poids, enfin une centaine de kilos quoi. Alors qu'en kite, 30 km, si t'as les bonnes conditions, c'est 1 heure et demie de kite, donc même 1 heure de kite si les conditions sont très bonnes quoi. Donc en fait le rapport effort et distance parcourue il est très faible quoi. Tu peux, si jamais tu dois te sortir d'une zone où t'as pas trop de vent ou si t'es dans une vallée un peu encaissée pour te remettre dans un endroit où t'auras plus de vent pour le lendemain, mais ça vaut pas la peine quoi. Donc nous on n'a jamais on a skié quand la surface était vraiment pourrie, qu'il y avait trop de sastrugi ou ou des zones vraiment vraiment mauvaises pour faire du kite, mais autrement quand tu es dans des bonnes conditions de surface, t'attends le vent tout simplement. Mais ça veut dire que tu te lèves plus tôt le matin, tu peux te lever au milieu de la nuit, mais bon là il faisait nuit donc c'était pas une bonne idée, mais en Antarctique par exemple il fait jour tout le temps, donc c'est fréquent pour les expés en snowkite de dire on va dormir de 6h du soir à 2h du mat et puis après on va kiter de 2h du mat à 3h de l'après-midi parce que les conditions vont être parfaites. De toute façon, tu t'en fiches parce qu'il fait jour tout le temps, donc tu t'adaptes en fait. Quel conseil tu donnerais à des amateurs qui font un peu de kite, un peu de snowkite et qui voudraient faire leur premier petit trip, 2-3 jours en Norvège, pas forcément aller se mettre 1000 km en Groenland? L'avantage, moi j'ai jamais fait de kitesurf par exemple, et je me suis tout de suite mis au snowkite, et l'avantage c'est que c'est une discipline qui s'apprend assez vite si tu sais skier. Donc si tu fais déjà du ski de descente, le snowkite ça vient très vite parce que tu es debout sur tes 2 skis et en fait tu as juste à gérer ta voile, et une fois que ta voile est en l'air, finalement ça vient quand même assez rapidement. Aujourd'hui les voiles elles se manient quand même facilement, et si tu sais skier, tes jambes elles trouvent le chemin toutes seules quoi. Donc toi il faut juste se soucier de ta voile, et moi en une petite semaine j'étais opérationnel pour faire une expé plus longue. Après je savais appréhender le froid, je savais ce qu'était la vie en expédition dans les environnements polaires, donc j'avais gagné ça, mais l'apprentissage du snowkite est assez rapide. Et donc qu'est-ce que je peux conseiller? Je pense qu'il y a plein de petites destinations en France, dans le Vercors, en Norvège, des endroits qui sont pas très loin de nous pour faire des petites expés. Donc t'es pas obligé d'aller en Antarctique ou au Groenland, qui sont des destinations difficiles d'accès, qui sont coûteuses. Tu peux faire du snowkite sur des petites distances ou des petites expés en France, dans plein d'endroits, et en Scandinavie. Donc il y a plein de destinations qui sont assez belles, et c'est un apprentissage assez rapide.
Sur la gestion du froid, je trouve ça assez intéressant parce que t'en parles. Je lisais aussi récemment un bouquin de Nicolas Vanier qui disait, c'était en milieu polaire, mais j'aimerais savoir si ça s'applique dans les milieux moins extrêmes. Il disait, le froid, c'est ton ami. Il faut que tu le gardes près de toi, jamais trop s'en éloigner. En gros, ce qu'il disait, c'est que quand tu fais des efforts dans des températures basses, il faut jamais avoir chaud. Il faut toujours avoir un petit peu froid. Et toujours chercher à rester sur ce fil pour jamais suer, jamais trop perdre d'énergie, jamais que cette sueur... Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'applique à des conditions moins extrêmes? Est-ce que c'est quelque chose que tu suis, toi? Alors, moi je reconnais très bien ce que dit Nicolas Vanier. Effectivement, suer dans un environnement polaire, c'est ce qu'il y a de pire, parce que dès que tu vas t'arrêter, la transpiration risque de geler, ça va se transmettre à tes vêtements, ce sera compliqué à faire sécher. Ça s'applique vraiment quand tu tires un traîneau et que tu fais vraiment un gros effort physique. Quand tu fais du kite, c'est un peu moins le cas, parce que finalement, tu es assez statique quand tu fais du kite, d'autant plus quand tu fais des expés, parce que tu tires un bord et tu changes pas tellement de direction en général. Donc, tu es assez statique et au contraire, tu as assez froid en fait, parce que tu as les mains en l'air, donc il faut régulièrement s'agiter pour remettre du sang au bout de tes doigts, autrement il risque de geler. Donc tu peux au contraire avoir assez froid quand tu fais du kite, mais ça s'applique dans les environnements moins froids. Oui, je crois que c'est important de bien réguler son corps, même quand tu cours ou quand tu fais du vélo. Quand tu es en surchauffe, c'est pas bien, quoi. Donc il faut apprendre bien à réguler tout ça, mais c'est sûr que ça pardonne beaucoup moins. Plus il fait froid, moins ça pardonne, quoi. Et c'est pour ça que quand on fait du polaire, il faut avoir des vêtements qui s'ouvrent sur les bras, sur les côtés des jambes, comme quand tu fais du ski de rando aussi, par exemple. Parce que si tu commences à transpirer, tu vas devoir plus t'hydrater, tu vas être moins performant. Donc il faut savoir écouter ça, et ça se fait un peu à force d'expérience. Mais aujourd'hui, tu as plein d'équipements qui permettent de tempérer et de réguler cette transpiration ou cet excès de chaleur. Moi, il y a un truc qui marque, donc on l'a évoqué en intro avec tout ce que tu as fait. On a parlé de snowkite, de ski, mais tu as aussi fait des choses en kayak, en vélo, en tout. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en général, tu n'es jamais un expert du support. Néanmoins, tu arrives à faire des choses que des experts du support n'arriveraient pas forcément à faire ou ne pensent pas être capables de faire. C'est quoi, toi, ce que tu as développé, c'est pas ton secret, mais qu'est-ce qui fait que c'est quoi ta compétence clé qui fait que, snowkite en Groenland, 1000 bornes, moi je vais probablement galérer, ou pas, probablement, et toi, finalement, tu vas y arriver. C'est quoi, ta compétence clé? Mais ce que je dis peut-être souvent, c'est que je suis un spécialiste de rien, et tu l'as vu, quoi. C'est vrai que j'ai fait des trucs en kayak, en 4L, à pied, en vélo, en moto. Mais je sais pas si j'ai un secret, je pense que c'est plutôt une curiosité pour un nouveau mode de déplacement, une capacité peut-être à m'adapter à cette nouvelle façon de se déplacer, parce que j'en ai expérimenté pas mal et finalement il y a pas mal de choses qui se recoupent. Tu vois, on parlait du snowkite, je savais déjà skier, j'avais déjà fait de la voile, donc en fait l'un dans l'autre, quand tu sais skier et que tu fais de la voile, tu sens un peu le vent, donc après oui, il faut apprendre à faire bouger cette voile, mais quand tu as fait pas mal de disciplines, ça vient assez vite. Donc je pense que c'est la multiplication des expériences qui fait que peut-être que je m'adapte assez rapidement à ces nouvelles façons de faire. J'en sais rien, j'ai pas de secret en particulier. Je pense que cette envie de vivre quelque chose de différent, de savoir que je suis pas le meilleur, mais de savoir que je sais pas, que ça va être nouveau et que je vais en tirer une satisfaction et une forme de joie, quoi. C'était trop bien d'apprendre à faire du snowkite. J'adore apprendre justement des nouvelles disciplines, et je pense que cette curiosité, cette envie fait que ça fonctionne, quoi. Mais il y a pas de secret en particulier, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je suis pas du tout le meilleur dans tout ça, mais comme j'aime bien adapter mon mode de déplacement à l'environnement que je traverse, ça permet de faire des belles expés au Groenland, en kayak, en vélo. Je sais pas, c'est cette envie, je pense, depuis le départ de vivre les choses intensément et de partir dans des régions peut-être où les gens vont un peu moins ou qui sont un peu plus difficiles d'accès, parce que moi c'est ça qui m'anime, c'est d'aller voir des déserts, d'aller au contact de gens qui vivent loin. J'ai toujours été attiré, je crois, par les points géographiques un peu éloignés, ou par les expéditions géographiques où tu traverses une chaîne de montagnes, où tu traverses un désert, où tu traverses un océan, où tu vas rallier un point un peu inaccessible comme le pôle sud. C'est des choses comme ça, moi, qui m'ont toujours
je sais pas, animé. Enfin, tu me mets devant une carte du monde, moi je peux rester des heures et des heures à regarder un peu les endroits, ou aller sur Google Maps ou Google Earth, regarder les endroits. Alors tout à l'heure tu me diras un peu c'est quoi ton prochain grand projet, mais moi il y a une question que je brûle de te poser depuis le départ. T'as des exemples de trucs où t'as dit ah non ça je vais pas le faire, c'est trop galère. Non, mais il y a des gens qui me disent quand est-ce que tu vas dans l'espace? Bah ça, tu vois, typiquement, on parlait de limite au départ. Là, clairement, voilà une limite pour moi. Enfin, voilà, l'espace, évidemment que ce serait fabuleux d'y aller, mais je suis aussi réaliste, même si on peut penser que je suis un peu fou, mais l'espace, voilà, c'est des programmes gouvernementaux, c'est pas encore, c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc là pour le coup, non. Mais non, moi, je suis assez curieux de tout. Je peux te répondre là-dessus. J'ai des contraintes physiologiques. Moi, je suis sourd d'une oreille. Enfin, à 30%, j'entends qu'à 30% à gauche. Et du coup, la plongée, le parachutisme, ça, c'est des choses que a priori je pourrais pas faire. Sauf si la médecine fait des grands bonds en avant et que je peux faire ça. Donc c'est un peu une frustration, ça, pour le coup. Moi, je voulais vachement faire du saut en parachutisme quand j'étais plus jeune. Et finalement, c'est plutôt déconseillé. Pareil pour la plongée. Donc j'ai jamais plongé et je pourrais jamais vraiment connaître ça. En dehors d'un sous-marin, les sous-marins sera possible, mais vraiment plonger avec des bouteilles ou gros budget ou l'apnée, gros budget. Non, on part sur autre chose. Donc là, les limites, je les atteins et ça, je pourrais pas. Mais après, c'est vraiment des limites liées à mon corps, quoi. Ce sera pas des limites parce que j'ai pas envie. Je sais pas. Je suis assez curieux de pas mal d'environnements ou d'endroits, donc je sais pas trop répondre à cette question. Et du coup, en pointillé de tout ça, il y a forcément la question du moteur. Qu'est-ce qui t'anime? T'as un moteur comme ça qui est identifié ou... Ouais, j'en parle justement dans le bouquin. Moi, je crois que quand je me retourne et tout, et que je me demande pourquoi je fais tout ça, c'est l'idée de se dire que aujourd'hui j'ai 29 ans, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je fais des aventures et des expés. Et depuis le départ, en fait, j'ai cette même motivation de me dire que la vie, elle se vit maintenant, que tu vois, j'ai pas envie de plus tard de me dire j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, ou de me dire c'est bête, maintenant j'ai 50 ans et j'ai plus l'énergie, j'ai plus la motivation, j'aurais peut-être le temps, mais peut-être que le corps suivra pas. Et moi j'ai cette peur du regret qui m'anime depuis le départ, en me disant que il y aura jamais de bon moment dans ta vie pour partir à l'aventure, tu auras jamais la combinaison du temps, de l'argent, de la bonne santé, de la motivation pour vivre des trucs. Et pour moi, ça se saisit maintenant et j'essaie vraiment de saisir les opportunités ou de me les créer. Et c'est ça, en fait, qui peut-être m'anime et me pousse. Et puis après, raconter ce que j'ai pu vivre, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Enfin, il y a plein de gens qui pensent que je passe mon temps en aventure ou en expédition, mais en fait, la majorité du temps que dans ma vie, elle est passée à soit préparer l'aventure, soit à la partager. Tu vois, alors on l'a fait avec un podcast, mais j'ai passé 1 an à écrire un livre. Ça fait 2 ans que je donne des conférences sur mes aventures et notamment en Antarctique. J'ai fait 4 films sur mes expéditions et tout ça, en fait, c'est ça qui me plaît aussi énormément. C'est l'idée de raconter, de partager. Et c'est aussi ça qui me pousse parce qu'il y a une attention, parce qu'il y a une demande, parce que les retours qui me sont faits sont positifs et hyper enthousiasmants et donc ça me donne envie de continuer à le faire et il y a aussi ça qui me pousse, c'est parce que j'ai l'impression que tout ça a une forme d'utilité ou que ce soit pour du divertissement parce que je n'ai pas la prétention de dire que voilà j'inspire les gens, je pense que les gens ça les amuse de me voir à droite à gauche, de regarder les films ou de m'écouter mais ça me suffit amplement d'ailleurs et puis parfois il y en a qui en tirent plus d'utilité peut-être avec le bouquin, avec des choses plus profondes sur la vie mais voilà j'en sais rien, c'est ça aussi qui me motive quoi. Et aussi parce que moi ce que je recherche de manière très personnelle c'est de vivre des moments d'intensité et ces moments d'intensité je les trouve justement en allant kiter à travers le Groenland, en allant 50 jours m'isoler en Antarctique, c'est ça qui me font me sentir vivant et en tout cas c'est ça de ça dont je tire le plus de joie quoi. Et je crois qu'on est tous pareils quand on cherche tous à être heureux dans nos vies et moi ma source de bonheur c'est ça. Ce qui est marrant, je le disais, c'est que toi t'es assez chill, assez posé, je pense que ça se sent quand on te voit, quand on t'écoute. Néanmoins, quand on voit les images, quand t'arrives au pôle sud, là, il y a aussi les images du début, il y a les images au pôle sud, t'arrives, et alors là tu rayonnes de bonheur, c'est marrant, c'est un autre personnage presque quand t'arrives où t'exploses
en émotion, en bonheur et tout ça. Et donc je me dis que t'es quand même bien accro toi aussi à l'adrénaline. On est un peu spécialiste ici, on a pas mal de junkies. Et je me demandais comment tu fais à Paris toi pour ressentir ça. Mais je t'ai peut-être coupé, tu voulais peut-être non, mais commenter je repensais à cette image. C'est vrai que l'arrivée, c'est assez incroyable, quoi, parce que moi, j'ai contenu, en fait, pendant 50 jours, l'idée que ça allait le faire, que ça allait marcher. Enfin, j'ai jamais pensé à l'arrivée. En fait, je me suis toujours dit, voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux tous les jours. Je skie mes 12 heures par jour et on verra. Et si je fais du mieux que je peux, peut-être que ça marchera. Mais quand j'arrive au pôle, je sais que je vais avoir suffisamment de nourriture, que mes jambes vont me porter, que c'est gagné, quoi. Et enfin, crois-moi, c'était complexe, quoi, cette aventure. Non, mais tu vois, sur 1200 bornes et tout, tirer le traîneau dans des conditions compliquées au départ. Plein de fois, j'ai pensé que ça allait pas le faire. Et là, quand je vois le pôle, forcément, j'explose de joie. Ah ouais, mais cette explosion de joie, elle est ultra légitime et enfin, c'est évident. Ce qui est marrant, c'est qu'elle contraste un peu avec. Avec tout ce que j'ai vu, parce que c'était très contenu au départ. Avec le contrôle que tu dégages en général. Ouais, peut-être. Ouais. Et aussi parce que je l'ai filmé en direct et que donc c'est la fin du film et je l'ai pas rejoué. C'était vraiment j'ai porté ma caméra et moi je l'ai ressenti. C'était ultra émouvant. Ouais. Ces images, elles te touchent. Parce que c'est l'aboutissement de 50 jours de marche, mais aussi d'années de rêves et de préparation. Et ouais, c'est absurde parce qu'au pôle Sud, t'as une base scientifique. Enfin, j'ai rien découvert en soi, mais c'était vraiment la réalisation d'un rêve de gosse, quoi. Et je crois que ça se voit à l'image. Et comment je fais pour revivre des moments d'intensité comme ça, je sais pas, c'est difficile. Je pense que à part, c'est l'acmé, quoi. Tu peux pas revivre ça ailleurs, mais je me dis que voilà, je pense que t'es aussi, tu as bien aimé te mettre des petits kiffs au quotidien, même que tu dois avoir besoin de ça. J'imagine en tout cas. Oui, non, mais et je me dis comment tu fais à Paris, parce que comme tu le décris, en fait, tu passes pas mal de temps derrière ton PC, à contacter des sponsors, à monter des films. En fait, je le vis un peu différemment. C'est jamais aussi intense parce que tu l'as dit. Enfin, c'est vraiment l'arrivée au pôle Sud, c'est vraiment une des choses les plus fortes peut-être que j'ai vécues dans ma vie. Mais t'arrives à le revivre en vivant des petites aventures moins lointaines, mais qui sont aussi fun. Là, par exemple, il y a 2 semaines, on était dans le Vaud suisse, donc le petit canton pas très loin de la frontière française, où on a fait 3 jours de marche en raquette, en dormant dans les refuges avec des copains. Il y avait beaucoup de neige. Et tu sors du quotidien de Paris, t'es dans pleine nature, tu fais des feux dans les poêles du refuge. Donc c'est aussi des moments hyper intenses parce que tu te retrouves, t'as un peu les mêmes sensations que quand tu es au milieu de l'Antarctique. C'est pas pareil, mais t'es en itinérance, t'es dans la nature, t'es avec ton sac à dos. Et moi ça me convient aussi. L'idée c'est de multiplier ces expériences-là, parce qu'autrement c'est vrai que si je fais rien et que je reste des semaines et des semaines à Paris, je suis malheureux. Mais j'ai besoin de partir faire un coup de vélo, partir vivre ça dans le Vaud suisse ou dans le Jura. Donc j'ai besoin de ça. Et c'est vrai que le contexte de pandémie est pas simple parce qu'on n'a pas trop se projeter et pas trop avoir de plans, mais je retrouve ça en vivant des petites aventures qu'on appelle maintenant un peu les micro-aventures. Ça me convient. Mais j'ai besoin aussi d'avoir des idées et des envies pour d'autres expéditions. Alors je me disais que peut-être que tu nous dirais que tu t'ouvrais une petite boîte de Pringles de temps en temps. Oui, on en a pas parlé. Voilà, c'est pour ça que je reviens dessus, tu vois. Alors j'explique pour les auditeurs, dans le livre de Mathieu, il y a toute la partie roman et puis il y a des annexes qui sont assez intéressantes où tu détailles tout ce que tu prends. Et donc notamment toute la partie nourriture, je crois que tu as emmené à peu près 65 kilos de nourriture. Et il y a 2 kilos de Pringles. Donc ça m'a fait marrer parce que c'est marrant, que j'aime bien ça. Et voilà. Alors la raison pour les Pringles, c'est que donc c'est un très bon rapport poids calories. C'est-à-dire quand on part comme ça en expé sans ravitaillement, en fait le plus gros ennemi c'est le poids de ton chargement, le poids de ton traîneau. Donc il faut vraiment essayer de bien trouver la nourriture qui soit la plus calorique possible et la plus légère possible. Donc j'ai par exemple le beurre, c'est un super rapport poids calories. Les Pringles aussi parce que c'est assez léger et finalement ça contient pas mal de calories. Et le deuxième avantage, c'est que les tubes de Pringles forment les meilleures poubelles que tu puisses imaginer. C'est-à-dire que le peu de déchets que j'avais, en fait, je les mettais dans les tubes de Pringles vides et tu peux vraiment bourrer et ça permet vraiment de stocker tes poubelles de manière efficace et facile dans ton traîneau. Ça prend assez peu de place. Et donc, voilà, les tubes forment des très bonnes poubelles. Et puis, j'aime bien les Pringles et c'est un bon rapport poids calories. Voilà le secret derrière. Eh bien, c'était le moment Pringles. On va les appeler tout de suite avec Mathieu pour faire sponsoriser l'épisode.
On arrive bientôt à la fin de ce podcast, Mathieu. 2 dernières questions. La première, je l'évoquais, moi ce que j'aimerais bien savoir forcément, c'est quoi ton prochain grand projet, mais même peut-être même pas le prochain. Moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir le truc qui te fait vibrer. T'as eu le pôle Sud, est-ce que t'as déjà quelque chose un peu fou, que si t'avais les moyens, le temps, tu mettrais en place? Des projets un peu fous, j'en ai plein la tête. Après, les hiérarchiser, te dire lequel j'aimerais vraiment faire, c'est un peu compliqué. Celui du cœur, là, celui qui arrive là. Non, mais celui du cœur, en fait, je pense que ce serait vraiment de réussir à joindre le côté expédition à quelque chose d'utile. Tu vois, mon expédition en Antarctique au pôle Sud, c'était quelque chose de très perso, je m'en suis jamais caché, mais c'était la réalisation d'un rêve personnel. Je l'ai pas fait pour défendre quelque cause que ce soit, et je pense que c'était un bon choix d'ailleurs, parce que ça aurait pas été honnête de ma part que d'utiliser un prétexte. Mais à l'avenir, j'aimerais bien réussir à mener des expéditions soit sportives, soit géographiques, enfin des choses qui moi m'animent vraiment, avec quelque chose qui me dépasse moi et qui soit utile au public le plus large ou à la société de manière générale. Quelque chose que tu avais déjà fait avec par exemple l'expédition 4L, avec le tournoi en 4L pour promouvoir la microfinance par exemple. Donc aujourd'hui il y a des projets dans ce sens-là. Là je travaille pour transformer un bateau en plateforme de sensibilisation au monde polaire. Il y aura une expédition au Groenland en 2022, mais avant ça, ce bateau il va naviguer tout le long de la côte française. On va accueillir des scolaires, des collégiens, des lycéens sur le bateau pour expliquer ce qu'est l'Arctique, l'Antarctique. L'objectif c'est 9000 scolaires par an, et donc il y a cette dimension un peu de sensibiliser à l'environnement, au monde polaire, expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important de les préserver, de les protéger. Et puis il y a cette dimension un peu exploratoire, un peu expédition qui viendra après, plutôt en 2022. Donc moi j'aime bien ce genre de projet qui ont un vrai sens, une vraie utilité, et puis qui satisfont un peu mon envie d'aventure et d'exploration. Donc l'idée serait peut-être de déployer un peu plus ce genre de projet à l'avenir. En tout cas, ça me donnerait peut-être plus de hauteur, enfin ça donnerait plus de hauteur ou de profondeur à mes projets qui étaient très sportifs auparavant. Et ça, ce serait une vraie source de satisfaction d'essayer d'allier les deux. Bah, génial, on a hâte de voir ça et de suivre ça. On arrive à la fin de cet épisode de Mordu. Ouais. On termine toujours en demandant à notre invité qui il aimerait écouter dans ce podcast pour un prochain épisode. Ce serait qui, toi ? Il y a déjà pas mal de personnes que j'aurais proposées, mais qui sont déjà passées. Mais je pense à une fille qui s'appelle Nouria Newman. Ouais. Nouria, elle fait du kayak extrême. Et moi, quand je vois ses vidéos sur Internet, je suis complètement bluffé. Et je me dis qu'il faut avoir un sacré grain pour faire ce qu'elle fait. Et je pense que ce serait intéressant de lui poser quelques questions. C'est vrai que les images, elles sont absolument extraordinaires. Et c'est vrai qu'il y a toute une génération de kayakistes qui ont mis ce sport sur la planète sport extrême. Là, c'est absolument spectaculaire. Effectivement, ce serait cool que Noura vienne sur le podcast. Mathieu, un grand merci. C'était super cool d'échanger avec toi. Merci pour ton temps. Et puis, on te dit à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. J'espère que vous avez autant aimé que moi ce moment avec Mathieu. J'ai été bluffé par son humilité et sa bienveillance. J'ai hâte de le suivre dans ses prochains exploits. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à écouter l'épisode 15 avec Christophe Santini, sportif de l'extrême qui prépare lui aussi une expédition pour le pôle Sud. Je vous invite aussi à lire le livre de Mathieu, Le Continent Blanc. C'est passionnant, plein de détails, je me suis régalé, j'ai lu d'une traite. Enfin, si vous aimez Mordu, vous pouvez nous suivre sur nos comptes Mordu le podcast, sur Insta et Facebook. Cela vous permet notamment de nous envoyer vos messages, remarques et idées d'invités, ça nous aide beaucoup. Et pour continuer à faire vivre ce podcast, partagez-le et mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous permet de continuer à vous faire profiter du meilleur contenu possible. Un grand merci, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Mordu avec un nouvel épisode de Tendance Ride. À très vite!